Bientôt 15h, soyez les bienvenus dans LCI Direct. L'heure n'est plus aux négociations, mais au rapport de force. À la veille de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky, Donald Trump met en garde Vladimir Poutine. Fort de ce qu'il a réussi à faire au Proche-Orient, le président américain ne veut plus attendre et veut contraindre le président russe à négocier lui aussi pour mettre fin à la guerre en Ukraine. À bord d'Air Force One, Donald Trump a lancé un avertissement. On va l'entendre dans quelques instants. Mais on va d'abord partir à Moscou, retrouver notre correspondant Charles Divot. Bonjour Charles. On entend cette pression mise par le président américain sur Vladimir Poutine qui a brandi la menace de la livraison des Tomahawk, ces missiles à longue portée que l'Ukraine réclame. Oui, exactement. Alors d'abord, face à la pression nouvelle de Donald Trump, pour l'instant, aucune réaction de la part du Kremlin, mais il est évident que les autorités russes vont suivre de très près, écouter les déclarations de Donald Trump et de Volodymyr Zelensky suite à sa visite à la Maison-Blanche, car vous l'avez dit, il y a une menace qui est prise très au sérieux par le Kremlin, c'est l'éventuelle livraison de missiles Tomahawk, ces missiles qui permettraient à Kiev de pouvoir cibler des zones russes, pour l'instant inatteignables, à l'image de Moscou où nous nous trouvons actuellement. Ces menaces, elles sont prises très au sérieux. Et elles ont fait réagir le Kremlin par la voix de son porte-parole, Dmitry Peskov, qui a réagi en estimant qu'en cas de livraison, il y aurait une escalade sans précédent du conflit, sans pour autant étayer son propos. Alors ce qui est sûr, c'est que finalement, face à la menace de Donald Trump, la Russie a décidé elle aussi la voix de la menace. Merci beaucoup Charles Divot, notre envoyé spécial en Russie, en direct de Moscou. Allons plus loin avec nos invités. Magali Barthès, bonjour. Bonjour Magali. Éditorialiste international sur LCI. Guillaume Laganne, bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de défense, maître de conférence à Sciences Po, auteur de Géopolitique de l'Europe, le crépuscule d'une puissance aux éditions Puff. Point d'interrogation. Point d'interrogation, hein, c'est la question que vous posez, question importante, et on en parlera notamment quand on va parler des murs anti-drones que l'Europe veut construire face à la menace russe. Et accueillons Grégory Phillips, bonjour, rédacteur en chef international sur LCI. Écoutons les mots de Donald Trump à bord d'Air Force One. L'Ukraine a vraiment besoin des patriotes. Elle aimerait avoir des Tomahawks. On verra bien. Je devrais peut-être en parler à la Russie. Les Tomahawks représentent une nouvelle étape de l'agression. Je vais leur envoyer des Tomahawks, je le pense vraiment. Le Tomahawk est une arme incroyable, très offensive. Grégory Phillips, est-ce que cette fois, Trump est prêt à faire plier Poutine? Je vous pose la question à vous, parce que je sais que Magali va me dire non. Mais en fait, la presse américaine, la presse américaine, ces dernières heures, parle de tournant qui est en train de s'opérer. C'est pour ça que je vous pose la question. Ah, vous savez, je vais vous répondre, je ne sais pas. Non mais, on va voir comment se déroule demain la réception de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche dans le bureau ovale. Entre parenthèses, ce sera la 5e fois que Trump rencontre Zelensky depuis son retour au pouvoir. Et on va voir, parce que clairement, pourquoi Zelensky va à Washington demain? Pour aller chercher les Tomahawks. Ça c'est clair, c'est le message qui a été adressé toute la semaine par une première délégation ukrainienne, c'est l'objectif de la réunion. Maintenant, est-ce que Trump va aller au-delà des paroles et passer aux actes en disant « Ok, je vais te donner quelques missiles Tomahawk, une dizaine, 2 dizaines, enfin faudra voir combien, et je te laisserai les utiliser à telle ou telle condition », ça honnêtement on n'en sait rien. Et c'est vrai qu'il brandit cette menace depuis plusieurs semaines maintenant, quasiment, notamment avec des fuites dans la presse, mais il y a un moment donné où peut-être que Trump devra passer de la parole aux actes. Et à ce stade, on n'y est pas encore pour l'instant, parce que, comme le disait Charles, la livraison de ces missiles Tomahawk serait quand même une mesure relativement escalatoire. Ce serait pas forcément un game changer, pardonnez-moi de parler dans un mauvais français, mais ça ne changerait pas forcément le visage de cette guerre, mais ce serait évidemment une mesure très mal prise du côté de Moscou. Magali. Alors, je pense que Donald Trump sort complètement galvanisé de la séquence à Gaza. Il est persuadé, ça y est, d'être le faiseur de paix. Et c'est vrai qu'il a réussi un coup diplomatique absolument magistral. Et que maintenant, il a envie d'enclencher. Et il lui reste cette fameuse guerre avec l'Ukraine qu'il avait promise de résoudre dès le premier jour, sur laquelle il bute de plus en plus. Bon, il a tout essayé. Il a essayé toutes les flatteries avec Vladimir Poutine. Il lui a vraiment offert à un moment une ouverture
ouverture pour revenir dans le jeu diplomatique. Ouverture que Vladimir Poutine n'a pas saisie. Et là, aujourd'hui, je pense que Donald Trump se dit qu'il n'a plus vraiment d'autre choix qu'après avoir manié la carotte, il va être obligé d'utiliser le bâton. Et le bâton, c'est le fameux Tomahawk. C'est pour ça qu'on en parle de plus en plus. C'est pour ça que Donald Trump dit à quel point ces missiles pourraient changer la donne, à quel point, en effet, ces missiles vont être au cœur de la rencontre demain avec Volodymyr Zelensky. S'il y a livraison de missiles Tomahawk, c'est vraiment pour forcer Poutine à revenir sérieusement à la table des négociations. C'est ça l'idée de Donald Trump. C'est pas pour tout à coup changer complètement le cours de la guerre. C'est vraiment pour envoyer un message très très clair à Moscou qu'il est sérieux, qu'il est temps que Vladimir Poutine le prenne au sérieux. Alors après, il faudra regarder combien de Tomahawk sont livrés. Parce que si c'est une dizaine, réellement, bon, c'est un signal politique, oui, de fermeté. Si on passe à plus, là, ça devient plus intéressant pour les Ukrainiens pour justement avoir une influence quand même sur le cours de la guerre, sans tout inverser non plus. Mais c'est quand même un moment intéressant, surtout que quand même l'analyse qui est faite en Europe comme aux États-Unis, c'est que Vladimir Poutine n'avance pas, enfin que la guerre sur le terrain, elle est compliquée, que les troupes russes, elles piétinent. Donc certainement, du côté de la Maison-Blanche, on se dit qu'il y a un moment à exploiter pour justement pousser Poutine à revenir à la table des négociations, ce qu'il se refuse à faire depuis le début. Guillaume Lagan, est-ce qu'il y a un point de bascule qui est en train de se jouer? Alors, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Magali, comme souvent, parce que je pense qu'effectivement, que dans la tête de Donald Trump, il y a l'idée qu'il a obtenu un tel succès au Moyen-Orient qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aussi en Ukraine. Et on sait qu'avec lui, ça tient quand même énormément à la psychologie, bien plus qu'à la politique ou à la stratégie. Or, il est vrai qu'il a quand même offert Anchorage, c'est-à-dire un sommet bilatéral à un leader jusque-là proscrit par toute la communauté occidentale, et ça n'a rien donné. Donc il se dit qu'il faut peut-être mettre un peu plus de pression. Alors c'est vrai que là on se focalise beaucoup sur les Tomahawks parce qu'il y a cet aspect militaire, il y a cet aspect escalatoire, il y a cet aspect de livraison d'armes américaines. On sait que depuis l'été dernier c'est quand même compliqué. Les États-Unis, quand on regarde les chiffres, vous avez vu, les chiffres sont éloquents. L'aide américaine à l'Ukraine a fondu, l'aide européenne n'a pas compensé, donc globalement les Ukrainiens aujourd'hui sont moins aidés. En revanche, il y a un autre élément qui est quand même intéressant et qui montre que quand même M. Trump n'est pas complètement dans la poche de M. Poutine. Ce sont les sanctions économiques. M. Trump a quand même mis sur l'Inde des droits de douane très élevés en leur demandant d'arrêter d'acheter du pétrole russe. Et apparemment, d'après sa déclaration d'hier, M. Modi serait sur le point de... Bon alors, les échos diplomatiques sont plus divergents, mais enfin, on pense bien quand même que les Indiens sont embêtés par cette affaire-là. M. Trump a également proposé que des droits de douane soient appliqués à la Chine et que ces droits de douane, vous savez, viennent financer l'effort à l'Ukraine. Donc, par ce biais-là, qui est peut-être moins visible, qui est moins spectaculaire, qui est moins militaire, mais qui n'en est pas moins très douloureux pour l'économie russe, il exerce une pression sur Moscou. Ce qui est intéressant, c'est les mots de Donald Trump à la veille de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, mais c'est aussi ce que dit Pete Hegseth, secrétaire à la défense américain, qui dit s'il n'y a pas de voie vers la paix à court terme, alors les Américains, avec leurs alliés, prendront les mesures nécessaires pour imposer des coups à la Russie pour son agression continue. Là, on est du côté de l'Ukraine. C'est la Russie qui agresse et c'est la Russie qui va devoir payer si elle persiste. C'est assez saisissant le changement de ton du côté de l'administration américaine. C'est vrai que j'ai longtemps été très sceptique sur les moyens de pression et la volonté surtout de pression de Donald Trump. Mais là, on est en train de changer quand même. Il y a un virage qui est en train de se dessiner parce qu'il y a une exaspération croissante depuis des mois maintenant, mais qui est en train vraiment de monter en puissance du côté de Donald Trump. Et surtout, en effet, il ne comprend pas pourquoi il réussirait à régler la paix au Proche-Orient et pas ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'est vrai que psychologiquement, il est en train de se passer quelque chose. Et c'est vrai que les déclarations de Pete Hegseth vont vraiment dans ce sens-là. Et ça n'a jamais été un soutien. Mais non, c'est pour ça que ça nous interpelle. C'est pour ça que c'est très saisissant de voir ça. Et c'est vrai que quand on entend Pete Hegseth nous
dire il faut imposer des coûts à la Russie pour son agression. Enfin, ça revient à ce qu'on dit beaucoup en France depuis le début, depuis 3 ans. Il faut que le coût soit tellement élevé que Poutine soit obligé de renoncer. Donc c'est vrai que là, on a un changement de ton. Ce qui va être très intéressant dans la rencontre de demain, c'est voir si ça se matérialise concrètement. Non mais... vous entendez, Magali Barthès, qui est sceptique depuis des mois sur un revirement de Donald Trump, nous dit qu'il y a un virage qui s'opère. Elle aussi opère un virage. Oui, je le vois. Intellectuel. Grégory Phillips. Non, mais ça devient compliqué. On notait tout à l'heure que ce sera la 5e rencontre entre les deux hommes. Il faut juste se souvenir de là où on était il y a 8 mois, la rencontre piège dans le bureau ovale avec Trump qui engueule Zelensky en lui disant droit dans les yeux, vous n'avez pas les cartes, vous n'avez pas les cartes en main. Depuis, il y a eu plusieurs rencontres et évidemment, c'est aussi pour ça qu'on va surveiller de très près comment ça se déroule demain. Mais clairement, la position de l'administration américaine a considérablement évolué au fil des dernières semaines. Il faut noter que la diplomatie ukrainienne a quand même réussi à retourner le coup avec une certaine maestria, parce qu'on part quand même de très loin, aidé par les Européens. Souvenez-vous, au mois d'août, la visite des dirigeants européens à la Maison-Blanche autour de Zelensky. Donc oui, clairement, l'administration américaine est en train d'opérer un virage, comme Magali Barthès, mais on verra si ça se concrétise demain avec la livraison des Tomahawks. Oui, ce qui est sûr, c'est que Pete Hegseth assume l'usage de la force pour faire plier Moscou. Écoutons-le, c'est ce qu'il a déclaré face aux journalistes. Il y a quelques mois, un sommet historique a été organisé sous l'impulsion du président américain Donald Trump pour dire que nous avons besoin que nos alliés se mobilisent. Et ils l'ont fait. Ils ont pris ces engagements. Aujourd'hui, ces engagements vont bientôt se traduire en capacité, ce qui est l'aspect le plus important. Et une partie de cela, bien sûr, c'est le Pearl, l'initiative dans le cadre de laquelle les partis européens achètent des armes américaines, les transfèrent à l'OTAN pour la lutte en Ukraine afin d'apporter la paix dans ce conflit. Et s'il y a une chose que nous avons appris sous la présidence de Trump, c'est l'application active de la paix par la force. On obtient la paix quand on est fort, pas quand on utilise des mots forts ou qu'on pointe du doigt. On l'obtient lorsqu'on dispose de capacités solides et réelles que les adversaires respectent. Des propos qui ont été prononcés face à Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui a aussi montré les muscles face à Poutine. On l'écoutera un peu plus tard. Est-ce que cette séquence au Moyen-Orient où on a vu un président américain qui a été applaudi à la Knesset, qui a réussi quelque chose, on ne peut pas le nier, ça ne le pousse pas à se dire j'ai envie d'obtenir une autre victoire sur le front de la guerre en Ukraine? Oui, alors après, il faut voir que les deux situations sont rigoureusement inverses. C'est-à-dire qu'au Moyen-Orient, la raison pour laquelle il a obtenu un succès, c'est qu'à la fin, il a fait une clé de bras à Israël en leur disant bon, maintenant, ça suffit, les opérations militaires s'arrêtent et on négocie avec le Hamas. Un accord qu'il faut reconnaître. Il y a quelques mois, on aurait déjà pu obtenir. Le Hamas était déjà prêt à relâcher les otages en échange de toutes sortes de libérations de prisonniers comment dirais-je, côté israélien. Là, c'est plus compliqué parce que ça c'est pas sûr. En fait, en réalité, rappelez-vous, au tout début de sa présidence, il a essayé cette méthode-là en faisant pression sur l'Ukraine. Mais dans le cas de la guerre en Ukraine, c'est pas l'Ukraine qui veut continuer la guerre, c'est plutôt la Russie. Il n'y a pas de volonté, si vous voulez, de combattre à tout prix. Il y en avait, mais plus maintenant du côté de l'Ukraine. L'Ukraine serait prête à accepter un cessez-le-feu. Or, quand on a fait cette proposition, on ne sait pas très bien quels ont été le secret des discussions, mais en gros, en Courage, on imagine que c'est ça qu'il a dit au président Poutine. Mais Poutine n'en veut pas. Poutine pense qu'aujourd'hui, il est en train de gagner en Ukraine. Il veut l'intégralité du territoire ukrainien. Et donc, c'est compliqué quand même pour les Américains d'abandonner complètement, non seulement leur allié ukrainien, mais derrière tous les Européens qui leur achètent des armes, qui leur font confiance. Si vous voulez, c'est un peu l'empire américain qu'il y a derrière. Et je pense que M. Trump, même s'il n'est pas tellement intéressé par l'Occident, par les grandes histoires de valeurs, il est quand même conscient que l'intérêt des États-Unis, l'intérêt même matériel, financier, économique des États-Unis, il est de conserver l'alliance européenne plutôt que de se mettre avec la Russie. Et donc ça, c'est ce que Moscou, aujourd'hui, ne veut pas lui donner.